Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer d'apprendre quelque chose au sujet de la chimie organique. Donc, premièrement, cette vidéo va être comme une sorte d'introduction à la chimie organique. Donc, qu'est-ce que c'est que la chimie organique? Alors, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans la chimie, ou presque, c'était de la chimie minérale. C'est ce qu'on appelle la chimie minérale. La chimie organique, c'est autre chose. Alors, on dit que c'est l'opposé, elle s'oppose. Vous trouverez dans diverses définitions que la chimie organique, elle s'oppose à la chimie inorganique, bon, d'une certaine manière. Sinon, la chimie organique, vous allez trouver dans le titre qui est l'organique. Alors, organique, il fait référence aux organes des êtres vivants. Tout simplement parce que on croyait que les substances, sinon les espèces chimiques qui sont sécrétées par les organismes vivants, qu'ils soient des animaux, l'être humain, euh, des microbes, tout ce qui est vivant. Alors, on croyait que les substances, sinon les espèces chimiques qui sont sécrétées par ces organismes vivants, ne peuvent pas être préparées, sinon on dit synthétisées, à l'intérieur d'un laboratoire. Parce qu'on croyait que pour fabriquer ce type d'espèces chimiques, il faut quelque chose qu'on appelait une force vitale. On croyait que les êtres vivants sont dotés d'une certaine force qu'on a appelée la force vitale et que c'est cette force vitale qui est à l'origine de la synthèse de ce type de molécules, ce type de substances chimiques qu'on a appelées des matières organiques, c'est-à-dire elles sont sécrétées, fabriquées, synthétisées par des organismes, des organes d'animaux, par exemple. Alors, jusqu'aux environs de 1800, le début du 19e siècle, alors, premièrement, la substance qui a été à l'origine de cette chimie organique, c'est une substance qu'on appelle l'urée. Alors, l'urée, c'est une substance naturelle qui est synthétisée euh, par le foie, qui est fabriquée ou formée à l'intérieur du foie, donc dans le foie, le kibda. Et elle a été découverte, comme vous voyez ici, en 1773 par un chimiste français qui s'appelait Hilaire Rouel, un chimiste français du nom Hilaire Rouel. Voici sa photo du chimiste français. Mais donc lui, simplement, il a découvert cette matière qui est l'urée, qui est, comme on a dit, une substance chimique, tout ce qu'il y a de naturel, et qui est fabriquée, comme j'ai dit, sinon formée dans le foie, par la dégradation de quelques acides aminés. Alors le foie, il y a des acides dans le corps humain, il y a des acides aminés. Alors dans le foie, il s'opère une dégradation de ces acides aminés et qui aboutit à la formation de l'urée. Donc c'est une substance organique parce qu'elle est formée par un organe des êtres vivants. Alors, jusqu'en 1828, le début du 19e siècle, un chimiste un chimiste allemand qui s'appelait Wohler. Alors, Wohler, Frédéric Wohler, il a pu synthétiser l'urée. Il a fabriqué l'urée à partir de substances
non organiques, donc à partir de substances minérales. Parce qu'avant lui, il y avait d'autres chimistes qui ont pu fabriquer du savon, par exemple le savon Sabon, à partir de matières grasses, de la graisse, shahma. Donc, ils arrivaient à fabriquer du savon à partir, mais le savon c'est une matière donc organique, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à fabriquer une matière organique, mais à partir d'une autre matière organique. Ce que Wohler a fait, lui, c'est qu'il a fabriqué une substance organique à partir de matières non organiques, donc de matières minérales. Donc, il est arrivé à fabriquer l'urée, à synthétiser l'urée. Et dès lors, a commencé l'ère de la chimie organique, c'est-à-dire après lui, on a pu synthétiser beaucoup d'autres substances chimiques organiques. C'est-à-dire que c'était lui, le Frédéric Wohler, c'était lui qui était à l'origine de l'expansion de la chimie organique. Alors, cette urée, vous allez vous demander, elle sert à quoi? Donc, c'est une substance qui est sécrétée par le foie et qui est évacuée par l'urine. Elle est évacuée par l'urine des êtres humains. Mais elle a beaucoup d'applications. Par exemple, actuellement, comme vous voyez ici, elle est utilisée dans la fabrication de l'engrais. L'engrais. Donc, les engrais azotés qu'on ajoute dans l'agriculture, qu'on utilise dans l'agriculture. Et puis aussi, elle peut être ajoutée dans l'alimentation animale, surtout pour les ruminants. Les ruminants. بالعربية اللي كيجتروا الماكله بحال الابقار بحال الماعز النعاج الى اخره يعني كياكلوا الماكله من بعد كيعاودوا كيرجعوها لفمهم باش كيمضغوها مره اخرى هادو اون لي زابيل لي رومينون بالعربيه راه تلفت لي السميه. Donc, aussi, l'urée est utilisée aussi dans la fabrication de matières plastiques. Donc, beaucoup d'applications de cette matière qui est l'urée. Donc, c'était une petite introduction, sinon un peu d'histoire concernant la chimie organique. Et après, donc, quand la chimie a évolué, on s'est aperçu que toutes les substances, sinon tous les composés organiques, sont constitués essentiellement de carbone, C, et d'hydrogène, H. Donc, toutes les matières organiques sont constituées de carbone et d'hydrogène, plus bien sûr quelques éléments chimiques comme principalement l'oxygène, l'azote, le soufre, comme vous voyez ici, le phosphore, quelques halogènes comme le chlore, le fluor, le brome, etc. Donc, quelques éléments chimiques. Bon. Alors, l'application de la chimie organique, c'est la vie quotidienne. Alors, on trouve des matières chimiques, c'est des composés organiques, on trouve des composés organiques dans pratiquement tout ce qu'on utilise au quotidien. Je vous ai mis ici quelques exemples. Par exemple, l'essence, le diesel, le kérosène, c'est le carburant utilisé pour les avions. Donc, pour les carburants qui sont directement extraits du pétrole, vous avez aussi dans la fabrication de plastique, comme vous voyez ici, la tuyauterie, les tuyaux utilisés pour l'évacuation, ça s'appelle le PVC. Puis, un autre plastique
qui est le PET. C'est le plastique utilisé pour la fabrication de bouteilles. Les bouteilles en plastique utilisées pour l'eau, par exemple, qui est vendue, l'eau minérale. Je ne citerai pas de nom, mais bon, les eaux minérales, les bouteilles fabriquées, elles sont fabriquées en un plastique qu'on nomme le PET. Puis aussi, vous avez par exemple dans le domaine du textile, vous avez le nylon, le perlon. Le nylon, je crois que vous le connaissez, ainsi que le tergal. Le perlon, c'est ce plastique utilisé, par exemple, pour la fabrication de ce type de ceinture. Vous avez aussi les composés organiques qui sont utilisés dans la fabrication de médicaments, dans la fabrication de solvants, colorants, peintures, le vernis, dans les détergents, les savons, dans le domaine de la parfumerie, la fabrication de crèmes, les explosifs comme le TNT par exemple, les insecticides, voilà, Flitox, etc. Donc, le domaine d'application de la chimie organique, il est très, très vaste et très, très varié. Alors, comme on a vu que tous les composés organiques contiennent du carbone et de l'hydrogène, on a défini la chimie organique comme la partie de la chimie qui traite des substances naturelles ou synthétiques, formées de carbone. Voilà. Donc, tous les composés qui contiennent du carbone sont considérés des composés organiques, à part le CO2, CO, donc le monoxyde de carbone, le CO2, dioxyde de carbone, l'ion carbonate, CO3 moins, l'hydrogénocarbonate, HCO3 moins, donc l'hydrogénocarbonate de sodium, carbonate de potassium, etc. Donc tous les composés, toutes les substances chimiques qui contiennent le carbonate ne sont pas organiques, même s'ils contiennent du carbone. Et puis vous avez le cyanure, Cn-. Donc ces composés-là, ces substances chimiques, ne sont pas considérés comme organiques. Bon, pourquoi, on ne sait pas, mais bon, ils ne sont pas considérés comme substances organiques malgré qu'elles contiennent toutes du carbone. Il y a du carbone. Donc, à part ces substances, toutes les autres substances chimiques sont considérées comme des composés organiques. Alors, quelle est la particularité de ces composés organiques? Bon, ces composés organiques, ils contiennent le carbone. Alors, nous allons voir, sinon vous savez déjà que le carbone, dans le tableau périodique, il a un numéro atomique Z égale à 6. Donc, puisque Z égale à 6, sa structure électronique, c'est K2, L. Et bien sûr, 6 moins 2 reste 4. Donc, dans la couche externe, qui est L, c'est la couche externe de l'atome du carbone, il y a 4 électrons. Alors, puisque la couche externe a seulement 4 électrons, elle n'est pas saturée. La couche externe n'est pas saturée. Et on a vu, nous, que selon la règle, nous avons vu l'année dernière 2 règles, la règle du Dewey, qui s'applique à l'hydrogène, le lithium, le beryllium et le bore, dont Z est inférieur à 5, inférieur ou égal à 5. On applique la règle du Dewey. Sinon, pour les autres atomes, on a dit qu'on appliquait la règle de l'octet. Alors, la règle de l'octet consiste à ce que la couche externe doit contenir 8 électrons pour être
saturé. Alors, pourquoi la couche externe doit être saturée? Tout simplement, on a expliqué ça l'année dernière, c'est que l'atome doit être stable pour qu'elle soit dans la nature. Pour qu'il soit dans la nature, l'atome doit être stable énergétiquement. Donc, pour qu'il soit stable énergétiquement, il faut que sa couche externe contienne 8 électrons suivant la règle de l'octet. Donc, pas pour tous les atomes. On a dit que les autres, dont Z est inférieur à 5, et on applique la règle de Dewey. Donc, pour que la couche externe du carbone contienne ou la soit saturée, il faut que le carbone, ou bien il gagne 4 électrons, ou bien il perd 4 électrons. S'il perd les 4 électrons, il ne lui reste que la couche K qui, elle est saturée. Sinon, s'il gagne 4 électrons, alors la couche L contiendra 8 électrons, elle sera saturée. Mais on a vu que ça ne se fait pas. Le maximum qu'on peut perdre ou gagner, on a dit que c'était plus ou moins 3 électrons. Donc, dans ce cas-là, on a vu que pour satisfaire à la règle de l'octet, l'atome peut avoir des liaisons covalentes simples. Donc, pour le carbone, il doit avoir 4 liaisons covalentes. Alors, ces liaisons, elles peuvent être simples, toutes les 4. Donc, dans ce cas, l'atome de carbone va faire une liaison avec un atome, avec un autre atome, etc., avec 4 atomes. Comme ça, il verra que sa couche externe contiendra 8 électrons, donc elle sera saturée. Sinon, l'atome de carbone peut, par exemple, avoir une liaison double et 2 liaisons simples, ou bien avoir 2 liaisons doubles, ou bien avoir une liaison triple et une liaison simple. Dans tous les cas, la somme des liaisons est égale à 4. Alors, suivant le type de liaison, nous allons voir que, déjà, j'ai oublié de dire que dans ce cas, puisque le carbone peut avoir 4 liaisons, on dit qu'il est tétravalent. Tétravalent, c'est-à-dire qu'il est 4 liaisons de valence. Alors, il est tétravalent. Il peut avoir 4 liaisons simples. Alors, j'ai dit que suivant le type de liaison, on peut avoir différentes géométries autour de l'atome du carbone. En fait, nous en avons 3 géométries. Alors, si toutes les liaisons autour de l'atome de carbone sont simples, comme vous voyez ici, par exemple, en noir au milieu, c'est une boule qui représente l'atome de carbone, et les 4 boules blanches, c'est de l'hydrogène, des atomes d'hydrogène. Alors, dans ce cas, le carbone, il a 4 liaisons simples avec 4 hydrogènes. Dans cette géométrie, vous voyez que les atomes d'hydrogène se répartissent autour de l'atome de carbone dans l'espace, de telle façon que les atomes d'hydrogène soient le plus loin possible les uns des autres. Alors, pour qu'ils soient le plus loin possible les uns des autres, c'est la seule géométrie possible. C'est celle-ci qu'on appelle un tétraèdre. Tétra, c'est 4 en grec. Tétra, c'est 4. Donc, tétraèdre, 4 faces. Donc, vous voyez que si, par exemple, on met ici une pièce triangulaire,
carton, par exemple, une autre ici, une autre au-dessous et une autre de la face arrière, nous aurons 4 faces. Donc, c'est un tétraèdre. Et bien sûr, comme vous voyez, les atomes se répartissent dans l'espace autour de les atomes d'hydrogène, autour de l'atome de carbone. Et là, l'angle entre ces deux liaisons, hydrogène-hydrogène, et ici aussi, ici, etc., etc. Donc, entre deux liaisons hydrogène-carbone, l'angle est de à peu près 109 degrés. À peu près 109 degrés. C'est l'angle maximum qu'il peut y avoir entre les liaisons pour que les atomes soient le plus loin possible les uns des autres. Donc, cette configuration géométrique, c'est un tétraèdre. Il a 4 faces. Alors, si le carbone maintenant a une liaison double et 2 liaisons simples, comme vous voyez ici, par exemple, deux carbones qui sont liés par une liaison double. Et là, vous avez 2 liaisons simples parce que le carbone, on a dit qu'il doit avoir 4 liaisons pour satisfaire à la règle de l'octet. Celui-ci de même. Dans ce cas, vous allez voir que les atomes qui sont autour du carbone, voilà, ne sont pas dans l'espace, mais ils sont dans le même plan. Vous voyez que là, les atomes se répartissent autour du carbone, qui a une double liaison, dans un plan. On dit que la géométrie est plane autour du carbone. Par exemple, ce carbone, autour de ce carbone, la géométrie est plane. C'est-à-dire que tous les autres atomes qui lui sont liés se trouvent dans le même plan pour ce carbone. Donc, les atomes qui lui sont liés sont 2 hydrogènes et ce carbone aussi. Ils se trouveront dans le même plan. De la même manière pour celui-là, parce que lui aussi, il a une double liaison. Donc, tous ces atomes se trouveront dans le même plan, comme vous voyez ici. Donc, quand le carbone a une liaison double, la géométrie autour de lui est une géométrie plane. Cette double liaison peut être avec un autre atome, pas seulement avec du carbone. Par exemple, ici, ce carbone à gauche, il a 4 liaisons, comme vous voyez. Une liaison avec un autre carbone et 3 liaisons avec l'hydrogène. Et comme vous voyez ici, les atomes, puisque toutes les liaisons sont simples, les atomes sont répartis dans l'espace. Alors, nous avons ici un tétraèdre. Par contre, pour ce carbone, à droite, il a une double liaison avec un atome d'oxygène. Le rouge, c'est un oxygène. Donc, puisqu'il a une double liaison avec l'oxygène, donc, tous les atomes qui lui sont liés se trouveront dans le même plan. Alors, cet oxygène, celui-ci en bas, et ce carbone aussi, se trouvent dans le même plan. Ils sont dans le même plan, parce que la géométrie autour de ce carbone est plane. Là, j'ai aussi une autre molécule. La première, celle-ci, cette molécule, c'est la molécule d'un acide que nous allons voir plus tard. C'est l'acide acétique, on l'a déjà vu, mais nous allons le voir plus tard. Ici, c'est l'acide méthanoïque. Nous allons aussi le voir plus tard. La même chose ici, le carbone, il a une double liaison avec l'oxygène, une simple liaison avec un autre oxygène et une simple liaison avec un hydrogène. Et donc, tous ces atomes, le carbone, les 2 oxygènes et cet hydrogène à droite, se trouvent dans le même plan. Parce que le carbone, il a une double liaison, donc la géométrie autour de lui est plane. Maintenant, si une liaison est triple, si le carbone a une liaison triple et une liaison simple. Alors là, comme vous voyez ici, le carbone, il a une liaison triple avec un autre carbone et chacun d'eux a une liaison avec un hydrogène. Alors dans ce cas, vous allez voir que voilà, les atomes, les 4 atomes, vous voyez qu'ils se trouvent sur la même ligne. On dit dans ce cas que la géométrie est linéaire. La géométrie autour du carbone est linéaire. Voilà. Donc, les 4 atomes sont
linéaire. Il peut aussi former cette triple liaison avec un atome d'une autre nature, par exemple avec l'azote ici, le HCN, que je vous ai montré tout à l'heure, le CN, le cyanure. Là, c'est l'acide cyanhydrique. C'est un poison. Donc ici, vous avez le carbone, il a une triple liaison avec l'azote, qui lui fait 3 liaisons, parce qu'il a 5 électrons dans sa couche périphérique. Et là, une simple liaison avec l'hydrogène. Là, vous voyez que les 3 atomes sont linéaires, se trouvent sur la même ligne. Donc, quand toutes les liaisons du carbone sont simples, nous avons une géométrie tétraédrique. Quand il y a une double liaison, une géométrie plane, et quand il y a une triple liaison, nous avons une géométrie linéaire. Donc, pour les types de géométrie qu'on peut rencontrer, autour de l'atome de carbone. Donc, comme je vous ai montré, voilà. Là, nous avons une représentation que vous avez dû voir l'année dernière, c'est la représentation de Cram, parce que les atomes, dans une géométrie tétraédrique, les atomes se répartissent dans l'espace. On ne peut pas, il est carrément impossible de représenter ce type de molécules sur une surface. C'est pour ça qu'on a recours à ce type de représentation qui est celle de Cram. La représentation de Cram, vous avez dû la voir l'année dernière, donc la représentation de Cram. Voilà. Comme vous voyez ici, cet atome d'hydrogène avec le carbone et ce deuxième atome d'hydrogène se trouve dans le même plan, qui est le plan de la feuille, par exemple. Et cet hydrogène ici, il se trouve hors de ce plan, mais devant le plan. Et celui-là se trouve hors du plan, derrière le plan. Alors, vous voyez que la représentation, elle est différente. Là, c'est un triangle plein. Ici, c'est un triangle hachuré. Pour montrer que l'hydrogène, il est derrière le plan qui contient le HCH. Bon, alors, les atomes de carbone, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent se lier les uns aux autres pour former des chaînes qui peuvent être très très longues, des chaînes formées d'atomes de carbone et bien sûr les autres atomes qui leur sont liés, qu'ils soient de l'hydrogène ou d'autres atomes comme on a vu précédemment, oxygène, azote, etc. Donc ils forment des chaînes de carbone qui peuvent être très très longues et qu'on appelle des chaînes carbonées. Donc ces chaînes carbonées, on constate que nous avons 3 types de chaînes carbonées. Comme vous voyez ici, une chaîne qui est, on dit qu'elle est une chaîne linéaire, une chaîne carbonée linéaire. C'est-à-dire que tous les atomes de carbone sont liés les uns aux autres, suivant une ligne, comme vous voyez, brisée. Parce que n'oubliez pas qu'on a dit que l'angle ici, c'est... Non, on utilise une autre couleur. Alors, l'angle ici, il est égal à l'angle ici, égal à l'angle ici, etc. Il est, je dis, à peu près 109 degrés. C'est 109 degrés et 28 minutes, pour être précis. 28 minutes. On dira à peu près 109 degrés. Voilà. Donc là, on dit que la chaîne, elle est linéaire. On peut avoir donc une chaîne qui est très très longue, qui contient ou la formée par des atomes de carbone, qu'on appelle une chaîne carbonée ou bien un squelette carboné. Et comme un squelette sur lequel viennent s'attacher les autres atomes. Puis nous avons donc une chaîne carbonée linéaire, c'est une chaîne carbonée qui est ouverte.
et dont les atomes de carbone se suivent les uns les autres. Comme vous voyez ici, par exemple, là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 atomes de carbone, donc c'est le heptane. Nous allons voir ça après. Et puis, on peut avoir aussi une chaîne qui est fermée. Alors, une chaîne carbonée fermée qu'on dit cyclique. Dans ce cas, la chaîne de carbone est dite une chaîne cyclique. C'est une chaîne qui est fermée. Alors, les atomes de carbone forment une chaîne qui est fermée, qui se ferme sur elle-même. Ça, c'est un autre type de chaîne. Et puis, le troisième type, qui est une chaîne ramifiée, qui contient des ramifications. Comme celle-ci, par exemple, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone qui forment une chaîne, et puis nous avons un huitième qui est, lui, il forme une ramification. Fara, واحد الفرع. Donc ça, on l'appelle une chaîne carbonée ramifiée. Il contient des ramifications. Donc dans ce cas, nous avons une chaîne que nous allons appeler chaîne principale, une chaîne principale. Et sur cette chaîne principale, nous trouverons des ramifications qui peuvent être d'autres chaînes carbonées, pas seulement elles ne sont pas obligatoirement formées d'un seul carbone, elles peuvent être formées de plus qu'un seul carbone. Donc, ce sont des ramifications qu'on appelle des alkyles. Par exemple, dans ce cas, nous avons un alkyle formé d'une chaîne de carbone formée d'un seul carbone. Voilà, lui, là, c'est un CH3, c'est un alkyle. Nous allons voir plus tard comment on les appelle. Alors, lorsque la chaîne de carbone, la chaîne carbonée, contient uniquement des liaisons carbone-carbone simples, comme ça, des liaisons carbone-carbone simples, on dit qu'elle est saturée. Et même si elle est fermée, comme ici, même si elle est cyclique, les liaisons carbone-carbone sont simples, donc c'est une chaîne carbonée saturée. Si la chaîne carbonée contient une double liaison ou bien une triple liaison, alors dans ce cas, c'est une chaîne carbonée insaturée. Par exemple, ici, nous avons une chaîne carbonée insaturée. Si elle contient une triple liaison, aussi c'est une chaîne carbonée insaturée. Donc la chaîne carbonée est dite saturée si elle ne contient que des liaisons carbone-carbone simples, comme ça. N'oubliez pas que la chaîne carbonée, elle est comme ça. Elle est brisée. Elle n'est jamais linéaire comme ça, une ligne, rectiligne. Non, c'est une chaîne brisée avec un angle, comme nous avons dit tout à l'heure, un angle ici qui est toujours de à peu près 109 degrés. Alors, il faut impérativement se souvenir de ceci. Puis, nous aurons besoin de représenter un composé organique, donc une substance chimique. On a besoin de la représenter comme on a fait jusqu'ici, comme on a toujours fait. Alors, nous avons plusieurs formules, nous allons les voir en détail plus tard, mais maintenant, ce qui m'importe, c'est la plus simple de ces formules, qu'on appelle la formule topologique. Alors, la formule topologique, c'est une formule, c'est la plus simple des formules qui est utilisée pour représenter une substance organique, sinon un composé organique. Alors, qu'est-ce que cette formule topologique? C'est tout simplement des lignes brisées, comme vous voyez ici. Alors, dans ce cas-là, par exemple, nous avons deux lignes brisées, une, deux. Et bien sûr, l'angle, il est de 109 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture-là? Cette écriture, elle veut dire que ici, nous avons un carbone, un atome de carbone, qu'on ne représente pas.
Ici, nous avons un deuxième atome de carbone. Et là, nous avons un troisième atome de carbone. Donc, cette chaîne carbonée, elle est constituée de 3 atomes de carbone avec, bien sûr, les atomes d'hydrogène qui leur sont liés. Par exemple, celui-ci à gauche, il a une simple liaison avec ce carbone, donc il est forcément lié à 3 autres atomes d'hydrogène, parce qu'il est, comme on a dit, tétravalent. Celui-là au milieu, il a 2 liaisons, une à gauche avec ce carbone, une à droite avec l'autre carbone. Donc, il est lié à 2 autres hydrogènes. Et enfin, celui-là à droite, il est lié à 3 autres hydrogènes. Donc, cette formule topologique, on peut l'écrire comme ça. C, on a dit qu'il est lié à 3 hydrogènes, donc c'est CH3, puis CH2, ce carbone il est lié à 2 hydrogènes, et finalement un autre carbone qui est lui lié à 3 autres hydrogènes CH3. Alors, quand on représente souvent comme ça, de manière rectiligne, ce qui n'est pas juste. Parce qu'on a dit que les atomes de carbone, ils ne sont jamais rectilignes, ils forment toujours une ligne brisée. Donc, cette écriture est l'écriture la plus juste, si vous voulez. Mais ici, pour représenter sur le tableau, sur la feuille, etc., nous allons adopter cette écriture-là, parce qu'elle est plus simple, qu'on appelle une formule semi-développée. Nous allons revenir sur ce concept, sur le concept de formule semi-développée. Nous allons le voir plus tard. Ici aussi, vous avez une autre molécule. Alors, dans cette molécule, comme vous voyez, nous avons 1, 2, 3 lignes brisées. Alors, ça veut dire que nous avons un carbone ici, un autre au milieu, un autre à droite et un autre ici en haut. C'est-à-dire que là, nous avons une ramification. Alors là, comme vous voyez, nous avons 4 atomes de carbone et voici sa formule semi-développée, c'est celle-ci. Donc CH3 à gauche, au milieu C, il a 3 liaisons avec des carbones, donc il lui manque un hydrogène, CH, puis CH3 en haut et CH3 à droite. Donc comme vous voyez dans l'écriture, dans la formule topologique, on représente seulement les liaisons carbone-carbone, sans montrer ni les carbones, ni les hydrogènes qui leur sont liés. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas C, on n'écrit pas les H. Simplement les liaisons carbone-carbone et en respectant l'angle entre ces liaisons qui est à peu près, on a dit, de 109 degrés. Ça, lorsque la chaîne, sinon la molécule, ne contient que du carbone et de l'hydrogène. Mais si la molécule contient un autre élément chimique autre que le carbone et l'hydrogène, alors dans ce cas, on doit représenter cet élément chimique avec, bien sûr, ses liaisons. Par exemple, ici, dans cette écriture, alors vous voyez que j'ai ici 1, 2, 3 lignes, alors qui veut dire que j'ai un carbone, un autre carbone, 2, un troisième carbone, puis un quatrième carbone, mais ce carbone ici, il a une double liaison avec un oxygène. C'est-à-dire que, donc j'ai un C, 1, 2, 3, 4, et puis ce carbone-là, il a une double liaison avec un oxygène. Donc ce carbone, il a 1, 2, 3, donc il est lié à un autre hydrogène, Celui-là, il a 2 liaisons, donc 2 autres
2 hydrogènes, pardon. Celui-ci est la même chose. Il est forcément lié à 2 autres atomes d'hydrogène, suivant la règle de l'octet. Et finalement, celui-là, il a une seule liaison avec un carbone. Donc, forcément, il est lié à 3 autres hydrogènes. Comme ça, tous les carbones ont 4 liaisons. Donc, cette formule, qu'on appelle la formule développée, pour simplifier, on la représente comme ici. Comme on a vu ici, donc, la formule topologique. Donc, quand il s'agit, ou bien quand nous avons un autre élément chimique de la molécule autre que le carbone et l'hydrogène, alors dans ce cas, on représente cet élément chimique, on écrit son symbole chimique ainsi que ses liaisons avec le carbone. Et ici en bas, vous avez par exemple cette écriture topologique. Bien sûr, ça veut dire que ici j'ai un C, un carbone. Ici, j'ai un carbone. Ici, j'ai un carbone. Et ce carbone, il est lié à OH. Alors, j'ai 3 carbones. Et le troisième, il est lié à un oxygène qui, lui aussi, est lié à un hydrogène. Donc, j'ai C, puis C, C. Et ce carbone, il est lié à un oxygène qui lui-même est lié à un hydrogène. Alors, dans ce cas, l'hydrogène, on l'écrit aussi. On écrit son symbole pour montrer qu'il est lié à l'oxygène et non pas au carbone. Donc, les hydrogènes qui sont liés directement au carbone, on ne les montre pas sur la formule topologique, mais si nous avons un hydrogène lié à un autre élément que le carbone, dans ce cas-là, on écrit le symbole de l'hydrogène comme ici. Alors, comme ici, nous avons, voilà, là, voilà. Alors, comme ici, nous avons l'oxygène, il est lié par cette liaison au carbone, et cet oxygène, il est lié à un hydrogène. Alors, dans l'écriture topologique, on n'écrit pas, on ne montre pas, on n'écrit pas les symboles du carbone et de l'hydrogène s'il est lié au carbone. Mais tous les autres éléments chimiques, on écrit leurs symboles dans la formule topologique, ainsi que leur type de liaison avec le carbone. Par exemple, ici, nous avons cet oxygène, il a une double liaison avec le carbone, alors on montre les 2 liaisons. Ici, nous avons une liaison simple, on montre que c'est une liaison simple. Et aussi l'hydrogène qui est lié à l'oxygène. Alors jusqu'ici, j'aurais terminé cette introduction à la chimie organique, sinon qu'on dit aussi la chimie du carbone.